Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, aujourd'hui accompagnée de Gabriel Schiano, avec qui j'ai la joie de travailler depuis 1 an et demi. Il est dans mon équipe en qualité de directeur financier et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que ça démystifie des choses en lien avec le financier qui me faisaient peur. Je ne dis pas que je suis aujourd'hui encore 100% dans ma puissance quand il s'agit d'investissement et de créer de l'argent avec l'argent, mais en tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait de regarder mes comptes, regarder les tableaux en face et prendre des décisions pour que on fasse fructifier ce qu'on a gagné, toujours depuis l'espace du cœur en choisissant des beaux projets. Et ça me fait beaucoup de bien, Gabriel, de travailler avec toi. Merci d'être là, merci d'être dans mon équipe et dans ma vie, et aussi de travailler avec les gens qui sont centrés sur le cœur, avec les entrepreneurs qui ont envie d'apporter de belles valeurs dans le monde. Merci d'être là. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation dans ton podcast. Avec joie. On avait déjà fait un épisode ensemble, c'est l'épisode 113, reprendre son pouvoir personnel sur ses finances. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Gabriel Schiano. Je suis, pour pas faire trop long, entrepreneur et investisseur et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, les CEO et les directions générales d'entreprises à harmoniser tout ce qui va toucher aux finances d'entreprise. Après je peux parler de mon parcours si tu le souhaites, mais voilà en tout cas comment je me présente aujourd'hui. Et toi et moi, en fait, quand on se parle, en fait, on parle toujours d'argent. Et donc, C'est on vrai. baigne dans cet environnement où on sent qu'il y en a, quoi. Il y en a de l'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui sont très smart avec leur argent. On sent qu'il y en a. On baigne dans un monde d'opportunités, de possibilités. Et c'est pas le cas de tout le monde. Je sens vraiment, de par les messages que je reçois, mais aussi tout simplement si je me connecte à la posture que j'avais encore il y a quelques années, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas d'argent. Tu vois, que je savais pas où il était, je savais pas comment on faisait pour le trouver, le faire fructifier, tout ça. Comment ça se fait d'après toi qu'il y a des gens qui se sentent proches de l'argent, pour qui c'est confortable et qui sentent qu'il y en a toujours autour, et puis qu'il y a des gens pas du tout en fait, c'est aride, tu vois, c'est sec. Hmm. Je pense que déjà ça, on peut se faire beaucoup de mal à se comparer à d'autres personnes qui réussissent mieux ou qui sont plus visibles, justement dans ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce qu'on baigne dedans. Euh, tout n'est pas la réalité, et ça je pense que c'est important de le rappeler, premièrement. Donc ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, et surtout le fait de se comparer en se disant qu'on réussit moins que les personnes que l'on suit, je pense que ça peut être source de beaucoup de maltraitance aussi, et du coup de nous faire rentrer dans une posture, dans un cercle vicieux quelque part, qui n'amène pas forcément, je ne vais pas dire l'abondance, mais en tout cas l'énergie positive et la posture pour développer des expertises, des finances, des entreprises, etc. etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le monde, je pense qu'il est en train de changer à vitesse grand V. Alors, j'ai vraiment pas du tout la prétention de dire que j'ai les réponses sur où est-ce qu'on va. Ça bouge de tous les côtés, sur les plans macroéconomiques, sur les plans technologiques. Donc, je navigue aussi parfois à vue dans cet univers-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans cet univers incertain qui s'accélère, il y a des opportunités pour ceux qui veulent les saisir. Là-dessus, j'en suis convaincu. Et à même hauteur qu'il y a, on en parlait en plus tout à l'heure, juste avant cet épisode, des technologies qui vont pas forcément faire du bien à tout le monde. Il y a aussi des technologies qui vont nous simplifier la vie, qui vont nous rendre plus efficients, qui vont permettre à des projets merveilleux d'émerger. Donc j'ai aussi envie de croire que tu vois, il y a toujours les deux côtés du, de de la pièce de monnaie qui sont disponibles. Je pense que c'est important aujourd'hui dans le contexte actuel de développer des expertises qui ne peuvent pas être remplacées par des intelligences artificielles tout de suite. Je pense que c'est un sujet qui est quand même important. Et j'ai la chance de travailler avec des entrepreneurs qui travaillent en général sur des sujets à impact. Donc ça peut être le développement personnel, ça peut être l'écologie. J'ai moi-même fondé une boîte dans l'efficacité énergétique. Et sur ces domaines-là, et aussi sur plein d'autres, mais sur ces domaines-là, ce que j'observe, c'est qu'il y a un dénominateur commun, c'est que les missions des entreprises
Et les services et produits qui sont proposés par les entrepreneurs sont aujourd'hui des services qui ne peuvent pas être proposés par les intelligences artificielles. Et là-dessus, je pense qu'il va y avoir des opportunités, enfin, qu'il y en a déjà une en fait, si on ne veut pas, je ne vais pas dire perdre, mais se faire remplacer au boulot ou perdre son business. C'est important de se concentrer sur des projets à valeur ajoutée qui ne peuvent pas être automatisés complètement. Tout à fait d'accord avec toi. Et donc dans ce monde-là, en fait, il y a forcément, enfin je finis là-dessus, excuse-moi, j'ai un peu digressé, mais il y a forcément des opportunités en fait pour les personnes qui créent de la valeur humaine. Ça peut être humaine, ça peut être pour la planète, tu vois, ça peut être développement personnel, écologie, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on vient créer une valeur ajoutée pour nos clients, quel que soit le type de business model qu'on a, quel que soit le type de produit ou service qu'on propose, à ce moment-là, on est dans un espace où il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées, en fait. Il n'y a plus beaucoup de limites. Oui, j'ai oublié de te dire, Gabriel, dans notre réunion tout à l'heure, que j'avais vu Thomas récemment et qu'il m'a ajouté dans un groupe WhatsApp avec des entrepreneurs ici qui sont à Bali et qui veulent contribuer à des projets à impact positif, notamment des projets associatifs pour aider au niveau de l'environnement, mais aussi pour soutenir des entreprises à impact positif dont il est prévu qu'elles fassent des bénéfices et qu'elles continuent d'aider avec leurs bénéfices, mais aussi que ça permette à tout le monde de gagner beaucoup d'argent. Enfin, en tout cas de l'argent. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super d'intégrer comme ça un nouvel espace, parce que moi, je ne l'avais jamais fait avant, avec des personnes qui sont centrées sur le cœur et qui ont envie d'aider, mais qui continuent en fait de générer de l'argent et qui continuent de participer en fait à ce tissu local. Et je trouve que c'est vraiment génial. Donc c'est vraiment à nous de nous saisir de ce qui existe, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi intéressées, mais souvent on est un peu dans notre bulle et on ne sait pas trop où aller, comment faire pour y aller et tout ça, parce qu'en fait on se déconnecte pas mal du sujet de l'argent quand ça nous fait un peu peur et qu'on n'est pas très à l'aise. Quelle recommandation tu pourrais donner, toi, à des gens qui sentent que c'est dur en ce moment financièrement et qui ont peur de ce collapse, tu vois, de cet effondrement qui arriverait peut-être dans les mois ou les années qui viennent financiers, et qui ont plutôt tendance à rentrer dans un trou de souris que de développer des expertises, comme tu disais tout à l'heure, ou se concentrer sur des choses avec valeur ajoutée et tout. Pour les gens qui sont un peu tétanisés, tu leur dirais de commencer où ? Déjà, par rapport à ce que tu as dit, je trouve ça génial qu'il y ait des tissus qui se créent. Comme ça me fait un peu penser au private equity. Private equity, c'est la possibilité d'investir dans des sociétés qui ne sont pas encore cotées en bourse et donc pas accessibles au grand public. Et j'en ai fait pas mal, moi, des investissements aussi parce qu'il y avait un avantage fiscal lorsque j'étais en France à le faire, mais sur des projets que je choisissais spécifiquement, qui étaient alignés avec mes valeurs et qui étaient principalement sur l'écologie, l'efficacité énergétique. Donc ça me fait un petit peu penser à ça. Et du coup, en fait, quand on veut contribuer à quelque chose de meilleur, quelque chose de plus riant, peu importe, mais en tout cas quelque chose qui nous semble juste, il y a deux façons de le faire d'après moi. Il y a l'entrepreneuriat, où en fait, on construit un projet à travers lequel on contribue à notre sens. Et il y a par l'investissement dans le sens, je prête de l'argent, ou en tout cas j'investis de l'argent, ou en tout cas je mets à disposition une certaine quantité d'argent à un entrepreneur ou une entreprise qui, elle, a un projet qui, je crois, contribue à un monde meilleur et à quelque chose auquel j'ai envie de prendre part. Donc il y a deux aspects-là, déjà pour contribuer, l'entrepreneuriat et l'investissement. Pour les personnes qui sont un petit peu tétanisées en ce moment avec toutes les incertitudes qu'on est en train de traverser, je pense que cette période d'incertitude ne va pas s'arrêter tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à composer avec et que c'est pas... oui, pour les personnes qui, pour répondre à ta question, sont un petit peu tétanisées en ce moment et qui ont peur du collapse, je pense que cette incertitude générale va pas s'arrêter demain. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à composer avec et qu'on l'intègre en fait dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire du business, dans notre façon d'investir. Plusieurs choses, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si on arrive à avoir suffisamment confiance en soi et à développer des compétences qui ne seront pas externalisables ou automatisables tout de suite. Et je pense que, et ça s'applique qu'on soit salarié ou entrepreneur, peu importe en fait. Je pense qu'à partir du moment où on a une unicité qui nous est propre, où on a une expertise qui nous est propre, où on a des talents
sur lesquels on peut s'appuyer et une passion qu'on peut monétiser, quelle que soit la forme, salaire, entrepreneuriat ou autre, je pense que déjà on peut voir l'avenir de façon un petit peu plus sereine. En tout cas, j'espère. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'avoir, je pense qu'on en avait peut-être parlé sur ton premier podcast, mais une épargne de sécurité. Moi, j'aime bien dire aux personnes avec qui je travaille ou avec qui j'échange qu'avoir 12 mois de côté, qui ne travaillent pas, c'est-à-dire qui sont juste de côté, c'est déjà bien en fait, parce que ça permet justement d'avoir cette sérénité, cette confiance en l'avenir, sans être dans l'urgence, tu sais, de soit devoir trouver un travail, soit devoir trouver un second job, soit devoir faire des ventes, et du coup d'être dans une énergie dans notre business qui n'est pas forcément la bonne, où on va être un petit peu pushy, un petit peu stressé, et ça, nos équipes et nos clients vont le sentir. Donc avoir une épargne de sécurité, pour moi, ça contribue aussi au fait d'être plus serein dans quel que soit ce qui se passe, en fait, que ce soit des événements mondiaux ou plus personnels. Et il y avait peut-être une troisième chose que je voulais dire, mais j'ai oublié. Ça va pour moi, revenir. c'est les deux. Pour moi, c'est les deux choses qui sont importantes pour être serein. Oui, de l'argent, il y en a. Je voulais juste rebondir là-dessus. Il y a, pour ceux qui suivent les infos, il y a le plafond de la dette américaine qui a été relevé de je ne sais pas combien de milliers de milliards. Donc de l'argent, il y en a. Et voilà, à partir du moment où on apporte quelque chose d'unique et qui apporte de la valeur aux gens, au monde, je suis assez convaincu qu'on a moyen d'avoir de l'argent qui arrive vers nous. Je suis aussi tout à fait d'accord avec ça. Et il me semble qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se sont rendues compte qu'elles avaient envie de se reconnecter à qui elles sont profondément et qu'elles ont tendance aussi à mettre l'argent, là maintenant, je trouve, un petit peu plus vers des choses qui sont plus humaines, peut-être que par le passé. Peut-être que ça a toujours été le cas, mais que je le voyais moins avant, et que maintenant que je suis plutôt entourée d'entrepreneurs de cœur et de tout ça, de gens qui redonnent beaucoup, qui sont beaucoup là-dedans, j'ai l'impression qu'il y en a encore plus, quoi. Je trouve que c'est un bon moment, au contraire, pour nous. Comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi un moment d'opportunité. Oui. Oui, bien sûr. Et pour celles et ceux qui ont déjà de l'argent, moi j'aime bien dire aussi que le cash is king, parce que en fait, le fait d'avoir de l'argent disponible à investir soit dans nos activités, soit dans les activités d'autres personnes, ça permet justement de saisir des opportunités encore plus que ceux qui n'ont pas encore le pécule nécessaire pour pouvoir rentrer sur des opportunités d'investissement, ou le ticket parfois, enfin voilà, sur le private equity, c'est pas rare qu'il y ait des tickets minimums qui sont assez élevés, et donc du coup, ça peut aider aussi d'avoir de l'argent. Donc j'espère que ça motive les personnes qui nous écoutent à en créer pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités auxquelles elles n'ont pas accès aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration, toi, pour créer cette vie aujourd'hui que tu as créée, où il y a quand même beaucoup de liberté? Tu viens de t'installer à Bali, tu es investisseur, tu as ton entreprise, tu participes, en fait, tu fais partie de plusieurs entreprises. Et aujourd'hui, tu aides les entrepreneurs comme moi à occuper leur place et à oser avoir plus d'argent et gagner plus d'argent et être à l'aise avec ça. Est-ce que tu as eu des mentors, des sources d'inspiration pour créer tout ce que tu as créé? Est-ce que tu veux bien nous partager? Ça va nous inspirer. Je me posais moi-même la question l'autre fois, je me refaisais un petit peu le film des grandes décisions que j'avais pu prendre. C'est vrai que moi, l'investissement immobilier, c'est quelque chose auquel j'ai pensé très très tôt dans ma vie. Et je pense que j'ai été inspiré par les parents de mon meilleur pote à l'époque, quand j'étais au lycée, où en fait ils avaient déjà des appartements, et donc ça faisait partie des discussions en fait autour de la table, lors des dîners, ou avec mon ami justement, alors qu'on était vraiment vraiment tout jeune, on n'avait même pas le bac à l'époque, mais du coup ça a commencé à, tu sais, Inception, à semer la graine en moi, où je me suis dit c'est quand même sympa, ils sont pas encore à la retraite mais bientôt, et oui, c'est du travail parce que voilà, il faut faire les AG, il faut faire quelques travaux, il faut gérer les locataires, mais par contre, ça leur procure des sources de revenus complémentaires qui sont vraiment pas négligeables et qui, moi, m'intéressent, quoi. Donc ça a été le premier déclic, je pense, quand j'étais encore ado. Et du coup, en fait, dès que j'ai eu un CDI, parce que j'ai commencé par être salarié, et je pense que c'est une très bonne chose de commencer par être salarié, je suis allé voir la banque, j'ai fait un premier achat immobilier qui n'était pas du coup ma résidence principale.
là-dessus, je ne veux pas donner de conseils, mais il y a deux écoles. Moi, je fais plutôt partie de celle où on n'achète pas sa résidence principale tout de suite pour ne pas venir impacter son taux d'endettement. Et du coup, plutôt investir dans des appartements locatifs pour petit à petit générer un cash flow de cette façon-là. Donc ça a été mon premier déclic, vraiment le fait d'être... j'ai pas la prétention de dire que je suis complètement libre, tu vois, financièrement aujourd'hui. J'ai encore des prêts sur des appartements, tu vois, donc il faut quand même s'en occuper et ça me permet pas de vivre confortablement si j'avais que cette partie-là. Mais par contre, ça me permet effectivement d'avoir la liberté. Tu vois, je me suis expatrié, ça fait quasiment 2 mois que j'ai pas travaillé, de prendre vraiment la vie beaucoup plus cool. Tu vois, le fait d'avoir des épargnes de sécurité, des appartements qui rapportent quand même un tout petit peu d'argent et des business sur lesquels j'ai des demandes entrantes. Tu vois, ça contribue au fait que je sois pas du tout dans un stress ou dans un rush de quoi que ce soit et où je peux aussi m'offrir 3 mois, 6 mois, peut-être 12 mois d'une forme de retraite, tu vois, et ça, je trouve ça super. Pour moi, c'est un grand luxe. Rappelle-nous ton âge. J'ai 35 ans. On n'a pas besoin d'attendre 65 ans pour vivre cette réalité. Ah non, ça c'est sûr, et avec tout ce qui s'est passé, tu vois, ça m'amène, on a parlé de cabinet cœur tout à l'heure, et ça m'amène j'ai mis un petit peu en stand-by, mais je vais reprendre et je vais faire des posts justement sur la retraite avec tout ce qui s'est passé en France. Si on peut bénéficier de quelque chose, évidemment, profitons-en, mais je crois que c'est aussi avant tout à nous de nous constituer notre sécurité, nos investissements, nos placements, pour quelque part aussi se regagner, je ne sais pas si c'est souveraineté le mot qu'il faut, mais si on peut profiter du système, tant mieux. Si on peut s'en affranchir, c'est encore mieux, en fait. Et du coup, évidemment que j'étais je ne sais pas comment dire, c'est un sujet qui est compliqué, donc je vais peut-être pas m'aventurer dessus. Vas-y. Je suis partagé sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois en France. Mais ma conviction la plus profonde, c'est celle que je viens de dire, c'est que si on peut s'en affranchir et se gérer nous-mêmes, en fait, c'est encore plus, je trouve, grisant et libérateur. Mais je pense que les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui me suivent souvent sur les réseaux sociaux et qu'ils sont au fait de mes choix aussi en tant qu'entrepreneur. Et il y a de plus en plus de curiosité, tu vois, quand je dis où est placée l'entreprise, donc elle est au Royaume-Uni, l'entreprise que j'ai créée et que tu m'aides à gérer. Et en fait, ce choix, il suscite beaucoup la curiosité de la part des gens. Ils se disent, mais comment t'as fait ? Est-ce que j'ai le droit de le faire si je travaille en local ? Est-ce que j'ai pas le droit ? Qu'est-ce qui est sur la ligne ? Qu'est-ce qui est dans la zone grise, tu vois ? Donc, les gens sont de plus en plus curieux pour s'émanciper. Oui, c'est bien, je le vois aussi. Et tu vois, je suis pas du tout pour ce qui a été mis en place. De l'argent, il y en a, et je pense que cette réforme, elle n'était pas nécessaire, encore moins dans la forme qu'elle a prise. Donc je suis pas du tout soutien de ce qui a été fait au niveau du gouvernement. À même hauteur, je suis pas forcément pour ceux qui voulaient absolument maintenir ça, parce que quelque part, c'est vouloir rester dans un système confortable sans penser à qu'est-ce qu'on pourrait créer par nous-mêmes. Donc tu vois, il y a un petit peu les deux aspects, où d'un côté, évidemment, que je ne suis pas du tout pour ce qui a été mis en place, et il y avait des moyens de faire autrement, et c'est simplement des directives européennes qu'on est en train de suivre pour toujours moins de liberté et toujours plus d'atteinte. Et puis voilà, bientôt, 65 ans, ça suffira pas, bientôt ce sera 70. Donc là-dessus, évidemment que je ne soutiens pas du tout ces démarches-là et encore moins la forme. Mais d'un autre côté, tu vois, j'aimerais que tout le monde puisse avoir le luxe de pouvoir dire, en fait, je m'en fous. Il peut se passer ça, on peut travailler jusqu'à 80 ans. En fait, moi, je ne serai pas là-dedans, en fait. Et c'est là où j'espère que ça sera aussi un wake-up call, tu vois, pour un certain nombre de personnes suffisamment jeunes, tu vois. Parce que, évidemment, quand on a 50, 60 et qu'on comptait sur quelque chose dans quelques années, ça a un gros impact. Pour ceux qui ont 25, 35, 40, j'espère que ça leur fait se dire, en fait, je vais faire autrement et j'ai pas besoin de ça. Ouais. C'est exactement ce que je me dis aujourd'hui et c'était pas du tout comme ça que je pensais il y a 10 ans. Comme quoi on peut changer, hein, et ça prend pas tant de temps que ça. Et ouais, et je pense que c'est vraiment à partir du moment où on s'en occupe, comme tu disais tout à l'heure, vraiment se rapprocher du thème de l'argent et se familiariser en fait avec tous les mots qu'on comprend pas, avec tous les concepts qu'on comprend pas, et puis s'entourer des bonnes personnes, parce que moi, pour être honnête, il y a des gens, par exemple, en crypto,
je suis leurs conseils parce que j'ai confiance en eux. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans les cryptos. Et puis voilà, moi, je suis les recommandations. J'aurai jamais ce niveau d'expertise parce que j'ai décidé de ne pas y dédier du temps. Et comme Bien toi, sûr, ouais. je m'entoure de toi qui a cette expertise aussi parce que tu y as dédié beaucoup de temps. Et donc parfois, on n'a pas forcément besoin d'y dédier soi-même beaucoup de temps et d'énergie, juste un petit peu pour mieux comprendre et puis de faire confiance aux bonnes personnes quand on les a bien choisies. En fait, c'est ça aussi, c'est se tisser une toile. Yes. Ouais. Exactement. Et pour revenir sur ton point, j'ai pas vraiment eu de mentor plus que ça. Ça a plus été des managers en entreprise ou des associés en tant qu'entrepreneur. Euh, mais j'en ai pas aujourd'hui, en tout cas, je me fais pas accompagner sur ces sujets-là. Après, ce qui me vient aussi, c'est que tu vois, j'ai un mode de vie à réinventer avec cette expatriation-là. Euh, et je pense que je vais rencontrer aussi des personnes qui vont peut-être m'inspirer ou avec qui je vais peut-être m'associer. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'activités ici euh, et c'est en train de se développer. Donc voilà, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passeront ici pour moi. Mais en tout cas, Ouais. j'ai pas de mentor et j'ai plus d'associés en France. Il y a tellement d'entrepreneurs ici, je pense que ça va être une affaire de rencontres et d'opportunités de créer des Exactement. connexions. Mais de toute façon, Yes. tu es quand même un peu nerd, si je peux me permettre. Parce que je me rappelle qu'une des premières fois où on a discuté, tu me dis oui, moi, mon livre de chevet, c'est les newsletters de. Je ne sais plus, il y avait des trucs, des newsletters financières, etc. Donc il y a vraiment une passion en toi pour tous ces thèmes. Oui, oui, c'est marrant. Je me faisais la remarque il y a quelques jours où tu vois, j'ai pris le temps pour aller prendre un café au bout de la rue, un café croissant. Et en fait, j'avais mon iPad et je lisais. Parce que les newsletters, le problème, c'est que ça arrive un peu n'importe quand. Et je les lis pas quand je les reçois. Et donc, en fait, je me dédie un temps où je me rattrape un petit peu tout ce que j'ai loupé. Et tu vois, j'avais l'image de mon grand-père qui lisait son journal chez lui le matin. Et moi, bah, j'avais mon iPad et je lisais effectivement les newsletters auxquels je choisis de m'abonner sur des thématiques principalement liées à l'argent, l'investissement et l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça devient addictif? Non, je pense que ça le devient au début Mhm. et, hum, et que ça diminue avec le temps. Comment dire, j'ai pas la prétention de savoir tout sur tout. Attention, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il y a ce qui m'apporte de la valeur est de plus en plus subtil et de plus en plus distillé. Donc en fait, je reçois beaucoup de contenu et je pense qu'il faut que je me pose pour faire un tri parce que j'ai pas besoin d'avoir autant d'informations. Euh, J'en tire plus autant de valeur qu'avant. Ouais, je comprends. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah ça y est, maintenant tu sais beaucoup de choses. T'as baigné dedans depuis des années et des années. Maintenant, il faudrait recevoir les newsletters indonésiennes sur C'est les ça, finances. exactement. Exactement. Donc, et c'est ce que j'allais dire. Ce qui est addictif pour moi, mais c'est parce que c'est des sujets qui me passionnent et qui m'intéressent, c'est d'apprendre des nouvelles choses, tu vois, d'avoir des déclics ou de découvrir des nouvelles façons d'optimiser ou de faire les choses, tu vois. Ça c'est hyper grisant pour moi. Le fait de recevoir du contenu que je connais déjà et qui me prend du temps de lire, ça c'est pas addictif du tout. Mhm. Mhm. Donc j'aime bien apprendre de nouvelles choses sur ces thématiques-là, ça oui. Mhm. Et ça m'inspire une question, parce que tu vis à Bali et moi aussi. Il y a des personnes qui nous regardent avec un regard de jugement, tu sais, comme si ben, on s'était enfui ou Mm. qu'on avait choisi de rejoindre un paradis et ouais, comme une forme de fuite. Ou voilà. Alors, moi, je pense que c'est plutôt suivre son cœur et avoir l'audace de créer la vie de ses rêves et voilà. Et pas tout le monde a ce courage. Mais il y a aussi le côté aller vivre dans un pays où tout est moins cher, etc. Profiter du fait que ce soit moins cher. Quel est ton regard là-dessus? Euh, alors moi déjà, j'ai pas tout quitté, j'ai encore des entreprises en France qui sont domiciliées en France et qui payent des impôts en France, donc j'ai pas tout quitté. Euh, c'est vraiment le lieu de vie, c'est un sujet ô combien important et tellement propre à chacun. Euh, j'ai pas envie de véhiculer, tu vois, sur le peu que je partage, que j'ai une vie de rêve, parce qu'il y a aussi des downsides, tu vois, à être ici, des mauvais côtés. Euh, Effectivement, il y a plein de choses qui sont moins chères, comme tu viens de le dire. Et comme on en a parlé, moi, il y a aussi des choses qui sont plus chères, je trouve, qu'en France, ou qui sont moins confortables pour moi, notamment l'accès à la propriété. Je ne sais pas si on peut en parler en détail ici, mais en tout cas, voilà, il y a pas que des bons côtés à être dans un pays loin de la France.
il y a les lois qui sont pas forcément très claires, il y a enfin voilà, moi j'ai un sujet sur un investissement ici, en fait c'est un peu le Far West, donc tu dois te débrouiller un petit peu tout seul. Donc voilà, donc il y a ce qu'on montre ou ce qu'on croit qui existe, tu vois, et puis il y a la réalité du terrain, et la réalité n'est pas non plus toute rose. Après, c'est un move qui pour moi est hyper... ça me fait sortir de ma zone de confort, moi à titre personnel, vraiment. Mais par contre, je sais que l'expatriation, elle faisait partie de mes projets, puisque j'ai grandi à l'étranger. Moi, j'ai passé 6 ans au Japon avec mes parents, et puis dans d'autres pays aussi. Donc moi, je savais qu'un jour ou l'autre, je quitterais la France. Est-ce que c'est une fuite? Peut-être que c'est une histoire que je me raconte, mais j'ai pas envie de me dire que oui, tu vois. J'ai encore des choses en France pour l'instant. J'ai encore des appartements en France, donc pour l'instant. Donc les appartements, tu peux pas les déclarer ailleurs, parce que physiquement c'est en France, donc les impôts seront payés là-bas. Pour moi, c'est plus une recherche d'une qualité de vie qui est différente. Quand j'étais dans le sud de la France, je me sentais pas forcément soutenu. Euh, J'étais pas dans un environnement qui me portait, qui me faisait me lever le matin. Évidemment que c'était un environnement exceptionnel, tu vois, j'habitais près de la mer, près des calanques, un petit peu ce que je recherche ici aussi, mais à un niveau subtil, l'environnement n'était pas porteur pour moi, était plus porteur pour moi. Et donc, ça aurait pu être Bali, ça aurait pu être, je sais pas, le Salvador, qui, qui me plairait beaucoup aussi peut-être. Ça pourrait être n'importe quoi, mais voilà, après c'est aussi un projet de couple, un projet de vie, un projet à deux. Et donc on est aujourd'hui à Bali. Et ça me fait beaucoup travailler, moi personnellement. Euh, mais je crois pas que ce soit une fuite de la France. Je savais que j'en partirais un jour. Moi aussi. Moi aussi. Tout à fait. Donc, si ça peut aider les personnes à se rendre compte pour elles, si elles hésitent, si elles ont des doutes, si elles ont... Je pense qu'il y a plein de gens qui hésitent, tu sais, qui ont un pied là et puis un pied ailleurs, qui se disent, ah Ouais, je là là, comprends. Ouais. mais ouais, sauter le pas, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas confortable, c'est pas la même chose si on est seul ou si on est deux ou plus. Donc c'est vraiment un projet à définir, à construire, encore une fois, sans se comparer ou sans se dire, ah bah là, il y a 3 personnes que je connais qui sont là, je vais aller là aussi. Non, il faut vraiment trouver l'endroit, que ce soit le pays ou ensuite le lieu de vie au sein de ce pays-là, tu vois, pour se poser. Je pense que c'est vraiment un projet personnel qui doit se construire dans la durée. Euh, on était venu plusieurs fois, nous ici. Enfin, Julie travaillait déjà en 2016, on était venu en 2018. On est revenu en novembre pour savoir si ça n'avait pas trop évolué dans le mauvais sens suite à tout ce qu'on a vécu ces 3 dernières années. Euh, donc c'était important pour nous tu vois, de confirmer que c'était bien là qu'on voulait tenter l'aventure de l'expatriation. Et ça, je pense que chacun devrait prendre vraiment le temps de se poser les bonnes questions et de sentir ce qui est juste pour lui ou elle ou eux. Après, c'est sûr qu'il y a une forme de sécurité. En France, on a été tellement conditionné, tellement habitué avec la sécu, le chômage, la retraite, tout ce qu'on veut. À mon sens, et je veux pas avoir l'air quoi que ce soit en disant ça, mais pour moi, c'est une fausse sécurité. Tu vois, j'ai dû suivre des soins pour ma hanche. Je t'en ai parlé. Et en fait, le fait que j'ai fait le choix de ne pas me salarier de mes entreprises, en fait, j'ai dû payer tout moi-même. Et c'est pas grave, à la limite, moi, ça me semble normal quelque part. J'avais même eu un arrêt de travail parce que j'ai tout arrêté pendant 1 mois et demi. Mais en fait, je peux pas être payé par la Sécu parce que je rentre pas dans les cases et j'ai pas fait ce qu'il fallait faire pour rentrer dans les cases. Mais à la limite, je dis pas ça pour dire ah là c'est un scandale. Pas du tout. Ça m'a toujours paru normal de payer mes soins, de payer mes médicaments et de pas être remboursé à 100%. Tu vois, j'ai pas de mutuelle depuis que je suis plus salarié, j'ai pas de mutuelle. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la croyance que tout est plus simple, tout est gratuit, tout est facile, tout est sécurisant. C'est pas forcément le cas et je trouve que ça s'est dégradé ces dernières années. Donc pour moi, c'est un sentiment de fausse sécurité. Après, ça ne veut pas dire qu'à l'étranger, on est en sécurité. Si on est propriétaire, c'est pour de bon et c'est pour la vie. Donc, voilà, il y a aussi des downsides que j'ai évoqués tout à l'heure. Mais il ne faut pas que les personnes restent en France par défaut quelque part parce que c'est confortable. C'est juste ça mon point. J'ai un peu digressé, mais c'était ça mon point. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Je voulais juste ajouter un petit clin d'œil. Il y a une vraie sécurité à vivre dans un pays où il prie 4-5 fois par jour.
Il y a un côté où on se sent très protégé par l'énergie environnante. Oui, c'est vrai que c'est chill. Tu vois, il y a pas de code de la route, mais en fait, les gens vont pas très vite. Donc, oui, c'est pas trop stressant. De prendre le scooter ici, c'est tranquille. Merci Gabriel pour tout ça. Je t'en Est-ce qu'il y a prie. quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, mais c'était un très bon moment. Merci pour l'invitation. Au plaisir de revenir sur un 3e épisode. Avec joie. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu comment on peut prendre contact avec toi si on a des questions? Quel type de service tu proposes? Je sais que tu es en restructuration et puis là, tu prends le temps d'arriver tranquillement à Bali, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir envie de juste faire une première prise de contact. Comment on te trouve et avec quel type de questions on peut venir vers toi? Ouais, et ben, s'il y a des personnes qui me découvrent là et qui sont intéressées, déjà, elles peuvent écouter l'épisode 113, je crois que tu as nommé tout à l'heure, Ouais. où je pense qu'on était rentré un petit peu plus dans le détail des aspects financiers. Donc, voilà, si elles veulent reconfirmer leur intérêt d'échanger avec moi, ça va être une bonne première étape. Après, moi, l'entreprise que j'ai créée et qui, je pense, parlera le plus à ta communauté, c'est Cabinaker. Donc, Cabinaker, c'est une agence de services administratifs et financiers qui accompagne les entrepreneurs à harmoniser leurs finances, comme je disais au début de l'épisode. J'ai envie de restructurer le site, j'ai envie de restructurer l'Instagram, donc j'ai tout mis un petit peu en stand-by, mais le site est encore en ligne, et je pense qu'il va le rester. Je vais développer l'autre en stand-by, et pendant ce temps, il restera en ligne. Donc, cabinetcœur.com, c'est très facile. Là-dessus, il y a des pages, des services qui sont proposés. Il y a un formulaire de contact aussi pour simplement échanger avec moi lors d'un rendez-vous de 20 minutes et voir ce qu'il est possible de faire ensemble. Donc voilà, cabinetcœur.com. Et sinon, je suis assez facilement trouvable sur les réseaux. Gabriel Schiano, LinkedIn, Instagram, c'est facile. Super. Et on mettra ton lien. Et puis j'ai la joie aussi de te retrouver bientôt dans Make Money from the Heart, puisque tu y fais une petite intervention aussi prochainement au mois de juin. Donc si vous êtes dans Make Money from the Heart, vous aurez la joie de venir poser des questions directement en live à Gabriel. Oui, c'est un super. Enfin, sur la première session, on avait passé beaucoup de temps à répondre aux questions des personnes qui étaient là, donc c'est super. J'ai hâte. Moi le 20 aussi. juin. Merci pour tout, Gabriel, et au plaisir de te rencontrer en vrai dans les semaines qui viennent. Oui, on va y arriver. Merci, à très bientôt. À bientôt.